8h30 sur Aloula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Les pluies sont de retour et l'espoir avec, celui d'une année agricole généreuse. Des averses sont attendues à partir de demain sur les 2/3 du territoire marocain. L'état de nos réserves en eau passé au crible par le comité de pilotage du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation. À la clé, un budget de 150 milliards de dirhams. L'Herbatil attendait avec impatience son inauguration, c'est désormais chose faite. Minute d'arrêt dans ce journal à la gare routière Rabat Voyageurs, une infrastructure de premier plan et une architecture d'envergure qui fait d'ores et déjà rayonner le paysage urbain de la capitale. Et Rabat brille aussi par son patrimoine artisanal multimillénaire. Gros plan ce soir sur le fameux tapis de Rabat au Zerbiya Herbatia. Apparu à la fin du XVIIIe siècle, cet objet de luxe se conserve précieusement. Une longévité qui lui a valu un classement au patrimoine de l'UNESCO. Bonsoir. D'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à M. Teodoro Obiang Nguema Bazago à l'occasion de sa réélection président de la République de Guinée équatoriale. Le souverain exprime au président de la Guinée équatoriale ses vœux les plus sincères de succès dans sa haute fonction au service du peuple équato-guinéen frère, saluant la confiance renouvelée en sa personne pour servir son peuple et réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité. Le souverain a assuré à M. Teodoro Obiang Nguema Bazogo de sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec lui pour consolider les liens de fraternité africaine ainsi que la coopération fructueuse unissant les deux pays. Le ciel est scruté avec beaucoup d'espoir après les récents et difficiles épisodes de faible pluviométrie. Pour passer le cap du stress hydrique, le gouvernement a décidé d'augmenter les fonds alloués au programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation. Son comité de pilotage a tenu sa 3e réunion aujourd'hui sous la présidence du chef de gouvernement Aziz Akhnouch. Les développements en compagnie de Nesrine Hamdawi. Le comité de pilotage du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 a planché sur l'examen de l'état des ressources hydriques à l'aune de 4 années successives de sécheresse depuis 2018. Ce qui a provoqué une régression des réserves en eau de surface et des nappes phréatiques. Il y a urgence. La part individuelle en ressources hydriques est passée de 2560 mètres cubes par an en 1960 à 620 mètres cubes en 2020. L'heure est à l'accélération de la mise en œuvre de cet ambitieux programme national, en droite ligne avec la vision royale qui place la sécurité en eau au cœur des priorités du moment. Les moyens financiers mobilisés pour ce programme atteindront les 150 milliards de dirhams, contre 115 milliards de dirhams programmés initialement. L'enjeu est de répondre à l'urgence et à la problématique actuelle et concevoir des programmes structurels à même de faire face à la rareté de l'eau. Le gouvernement œuvre à prendre différentes mesures afin de remédier au retard accusé dans le déploiement d'un certain nombre de projets. Des études seront également lancées pour concrétiser de nouveaux projets à court et à moyen terme. Sont à l'étude des projets de résolution et de recommandation, tels le raccordement entre bassins hydriques, l'édification de barrages, le dessalement d'eau de mer et les mécanismes de gouvernance. Sortez vos parapluies, il va pleuvoir des cordes demain. Prévoyez en matinée de fortes averses, parfois orageuses, si vous trouvez près de Larache, Tanger, Asela, Fahsanjra, Salé, Skhira, Temara, Kenitra, Khmissat, Rabat, Sidi Qassam, Sidi Slimane, Casablanca, Noisseur, Mohamedia, Mediouna, Barchid ou encore
Ben Slimane. Des hauteurs de pluie entre 20 et 40 mm sont attendues dans ces provinces. Cet même épisode pluvieux devra durer jusqu'à vendredi midi à Azilal, Bnimlal et Khnifra. La neige s'invitera à son tour sur les sommets du Moyen Atlas à partir de 1800 mètres avec des chutes comprises entre 20 et 35 cm à Khnifra, Bnimlal et Midelt. Inaugurée lundi par Sa Majesté le roi Mohammed VI, la nouvelle gare routière de Rabat s'apprête à accueillir bientôt ses premiers voyageurs. Un nouveau joyau de la mobilité urbaine au cœur de la capitale. Conçu selon une architecture alliant modernité et authenticité, l'infrastructure promet le nec plus ultra en matière d'équipement, de confort, de fluidité et de transit. Visite guidée à travers ces différents espaces en compagnie de Hamza Sayah, Mehdi Mohib et Zakaria Moukinbillah. En arrivant de l'autoroute Casablanca-Rabat, difficile de manquer l'édifice de la nouvelle gare routière. Elle est perceptible de loin. Cette œuvre architecturale s'étend sur plus de 8 hectares. La structure répond à des normes de construction des plus modernes. Des espaces intérieurs optimisés contribuent à une gestion fluide des passagers et un environnement extérieur à l'attractivité renforcée. Le tout dans le respect des exigences en matière de sûreté, de sécurité et de qualité. المسافرين كذلك عندهم واحد الدخول اللي هو سلس المحطة. Les services seront plus facilement accessibles aux voyageurs. Ceux-ci peuvent prendre leur ticket via les guichets électroniques. Le cas échéant, les usagers peuvent être aidés par les agents de la société d'exploitation. Ils peuvent aussi bien prendre leur ticket directement au guichet classique. Point fort de la nouvelle gare routière, un système informatique intégré de gestion pour favoriser l'accueil et l'information des voyageurs. Les opérations de transport des voyageurs et de logistique sont gérées de façon optimale. Idem pour l'achat des billets de voyage via les bornes électroniques. Je choisis la destination, disons Al-Husseima par exemple. Ensuite, je sélectionne l'horaire de départ, 8h30 du matin. Je dois indiquer le nombre de tickets, je choisis un seul, enfin il ne reste plus qu'à payer. Si je ne peux pas régler par carte, je peux le faire par espèce. Grâce à ce reçu, je vais finaliser l'opération au guichet et récupérer ainsi mon ticket de voyage. Ce joyau de la mobilité urbaine va donner encore plus d'éclat à Rabat, ville lumière, capitale culturelle du royaume, tout en contribuant à améliorer la connectivité entre les différentes villes et régions du royaume. Il est l'heure de bifurquer vers le sport. On retrouve tout de suite Boubkar Benrabret et son incontournable chronique spéciale Coupe du Monde. Boubkar, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Pour nous accompagner ce soir, on a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Abdelrazak Chlich, cadre national de football. Merci d'être parmi nous. Ravi d'être avec vous encore une fois dans ce beau studio et à cette belle occasion qui est la Coupe du Monde. Bienvenue. Alors, c'est la dernière ligne droite pour le 11 national. La lutte pour un billet en 8e de finale s'annonce corsée demain, mais on reste confiant. Arracher la qualification demain face au Canada, c'est l'objectif d'ailleurs fixé par Walid Regragui. Le Maroc, rappelons-le, occupe la 2e place dans le tableau de classement de son groupe avec 4 points, soit le même score que la Croatie, leader du groupe grâce à la différence de but. Le Canada, qui a officiellement fait ses adieux à la Coupe du Monde, est à la 4e place, 100 points. Sur les images, nous allons voir d'ailleurs les derniers entraînements de l'équipe nationale. Une victoire ou un match nul avec le Canada lors de la rencontre de demain garantira à l'équipe nationale marocaine donc une qualification directe pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, sans attendre surtout le résultat de l'autre confrontation de groupe entre les équipes nationales de Croatie et de Belgique, qui se jouera d'ailleurs à la même heure.
En conférence de presse aujourd'hui, le sélectionneur national Walid Regragui a déclaré qu'il faut respecter n'importe quelle équipe présente au mondial. L'équipe du Canada a beaucoup de qualité. Notre but est de gagner. On l'écoute. L'erreur, ce serait de déjouer, de commencer à faire des calculs, de rentrer à 20%, 30%. On va avoir une équipe en face qui veut nous battre, puisqu'ils veulent prendre leur premier point. Donc c'est bien, ça va être un match ouvert. Ils ont de très bons joueurs, ils vont pas lâcher jusqu'à la dernière minute parce que c'est une équipe qui est agressive sur l'intensité, elle court énormément. Et nous, on va jouer pour gagner. Et si on joue pour faire match nul, je le répète, on fera une grande erreur. C'est Abdelrazak Chlih, vous venez d'entendre Walid Regragui. Le premier but, c'est de se qualifier, mais surtout de battre le Canada. Et en ce qui concerne la formation, je crois qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je crois qu'il va garder peut-être les mêmes éléments qui ont contribué à la victoire du Maroc face à la Belgique. Tout à fait. Moi, je pense que jouer le Canada, c'est jouer une équipe qui a toutes les potentialités au niveau physique. Parce que quand on joue un troisième match, on fait allusion à la récupération, aux capacités énergétiques des joueurs. Parce qu'au fil des matchs, le troisième match se la joue fatigue tout le temps se ressent. dans une ambiance d'endurance résistance, c'est-à-dire dans la phase lactique. Et là, il sera dans la possibilité, c'est-à-dire dans l'obligation de faire jouer des joueurs qui ont la fraîcheur physique, parce que c'est un match qui va se jouer dans un potentiel, dans un rythme assez élevé. Surtout que le Canada n'a rien à perdre. Exactement. Et nous sommes devant une équipe qui est, sur le plan scientifique, ils sont très bien, c'est-à-dire ils ont les capacités. Organisés, ils sont très bien organisés. De revenir dans le match en deuxième mi-temps et c'est-à-dire accélérer quand ils veulent, parce qu'ils ont les capacités de récupération. Nous savons que le Canada, c'est un pays très avancé en matière de physiologie de l'exercice physique. Justement, Walid Regragui est très conscient de cela. Et d'ailleurs, à propos de la condition physique des joueurs et de l'infirmerie, on va l'écouter. Le sélectionneur, tout de même, a reconnu qu'il y a quelques blessés au sein de la formation des Lions de l'Atlas. On l'écoute. L'infirmerie, elle n'est pas vide depuis le début. Mais tout le monde se bat pour sortir de l'infirmerie et pouvoir jouer. Donc on s'adapte, c'est une compétition. Tahna, on se rend compte que la Coupe du Monde, c'est des rythmes qui sont très difficiles pour les joueurs, surtout à cette période de l'année. Il y a beaucoup de blessures. Et nous, on fait avec. Mais moi, comme je l'ai dit, c'est l'état d'esprit. Mikacho Fodreri, Hakimi, comment il a joué, Mazraoui, Ameller depuis le début de la compétition. Je n'ai pas envie de dire que personne n'est à 100%, parce que je dis toujours que ceux qui rentrent doivent être à 100%, mais ils se battent. Donc demain, je pense que tout le monde voudra être de la partie. Tout le monde voudra être de la partie. Est-ce que ça sous-entend que Walid Regragui va faire peut-être appel à de jeunes joueurs ? Il est obligé. On a dit que c'est le troisième match maintenant. Après 2 matchs, il a un peu une idée sur les capacités des joueurs, surtout au milieu de terrain et surtout en attaque, parce qu'on a besoin de marquer des buts contre le Canada. Le Canada, c'est une équipe qui joue très simple. Il joue avec des passes, il joue avec des déplacements. Et le Maroc est tout le contraire. Il joue avec des habiletés techniques. On fait, c'est-à-dire on utilise nos habiletés pour marquer des buts et pour faire la différence. Là, c'est là où les 3 points, je crois, que sont nécessaires. Il ne faut pas rentrer dans les calculs de match nul. Voilà, demain, il faut battre le Canada, tout simplement. De toute manière, nous avons notre billet à la main. On n'est pas comme la Tunisie ou autre, qui attendent le résultat des autres. On reparlera de la Tunisie tout à l'heure, effectivement. Et là, moi, je considère toujours dans ces matchs comme ça, le joueur comme
une voiture de Formule 1, il a besoin de carburant, il a besoin d'eau, il a besoin d'électricité. Et c'est ces dominantes-là qui vont avoir leur influence sur toute autre considération tactique et technique. Nous reviendrons à vous, c'est Abdelrazak Chlih, pour parler justement des matchs qui se sont disputés aujourd'hui. Je rappelle tout simplement le programme demain jeudi. Donc, Maroc-Canada, c'est à 16h. Et un autre match à la même heure qui sera à suivre très attentivement. C'est le match qui opposera la Belgique à la Croatie. Et puis, dans le groupe E, à 20h, 2 rencontres. Le Japon joue l'Espagne et puis l'Allemagne joue le Costa Rica. C'est à la même heure, 20h. Aujourd'hui, au programme, plusieurs rencontres importantes. 2 se sont terminées d'ailleurs tout à l'heure. Alors, l'Australie a battu le Danemark en but à 0. Et surprise, la Tunisie vient de battre le champion du monde, la France, 1-0. Avec ce résultat de 1-0, la Tunisie ne passe pas, étant donné que l'Australie a battu le Danemark. Donc il y a eu ils ont terminé un partout. La France et la Tunisie. La France a marqué à la toute dernière minute. Alors moi j'ai inscrit le résultat quand je suis descendu au studio. Donc, mais cela ne change rien absolument. La France est qualifiée. Non. La France est qualifiée. Et l'Australie. Et l'Australie qualifie. C'est ce que je disais. Donc la France est en tête. Alors nous avons 2 autres rencontres ce soir à 20h. La Pologne qui joue l'Argentine. Mais il y a une autre rencontre qui nous intéresse, c'est l'Arabie Saoudite qu'on voudrait voir gagner. Et ça sera face au Mexique. Oui, aussi, il y a 2 matchs que vous avez cités qui nous intéressent beaucoup. Parce que si le Maroc se qualifie et on va affronter l'Allemagne. Et si on est classé deuxième, ça l'Espagne. On aura affaire à un autre cylindré qui est la Roja. Pour parler très rapidement de l'Arabie Saoudite ce soir face au Mexique. Ça va être un match très difficile parce que les Mexicains, c'est le même cas pour c'est le 3e match, veut dire que les potentialités énergétiques vont avoir leur influence et je pense que les Mexicains, ils ont cette capacité de résistance, mais le mental des Saoudiens avec leur public peut avoir aussi son influence. Alors avant de nous quitter, c'est Abdelrazak, pronostic demain, Maroc-Canada. Maroc-Canada, 2-0. Voilà. Juste pour rectifier, Tunisie-France, c'est 1-0. C'est resté 1-0, voilà. Parce qu'après le VAR, il s'est avéré que le but n'a pas été. Il y a eu le VAR, il y a eu recours à la VAR. Il y a eu recours à la VAR, c'est pour ça que j'avais dit 1-0. En tout cas, cette Coupe du Monde suscite beaucoup de passion, une ferveur planétaire qui a ému des millions de spectateurs. Nous vous invitons à découvrir ces plus grandes légendes, le top 30 des meilleurs buteurs de toute l'histoire de la Coupe du Monde. C'est tout de suite. Alors, Mariam, le 20e sur la liste hier était italien. Eh bien, un autre Italien lui succède, mais pour un meilleur classement. Il s'agit de Roberto Baggio, un joueur vedette de la Squadra Azzurra dans les années 1990. Il a inscrit pas moins de 9 buts en Coupe du Monde, le tout sur 3 éditions. 2 en 1990 lors du mondial organisé en Italie, 5 en 1994 lors de la Coupe du Monde organisée aux États-Unis et 2 en 1998 lors du mondial organisé en France. Et puis le mot de la fin, Myriam, cela s'est passé lors de cette Coupe du Monde au Qatar. Un sosie de Neymar trompe les supporters lors de la victoire Brésil face à la Suisse. Eh bien, le faux Neymar a créé une véritable agitation dans les tribunes du stade. De nombreux supporters ont voulu prendre des selfies avant de se rendre compte
de se rendre compte de la supercherie. En tout cas, il en a bien profité. Il en a bien profité et un petit quart d'heure de... Et il a signé des autographes. Signé de nombreux autographes. Tout à fait. Merci Boubacar pour cette anecdote insolite et on se retrouve demain. Demain, ça sera le jour, le H16h Maroc-Canada. Inch'Allah. Je vous remercie, c'est Abdelrazak Chliah pour votre contribution à cette chronique. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Qui de nous ne s'est jamais émerveillé devant la beauté d'une Zarbia Arbatia? Ce tapis qui orne nos salons est loin d'être qu'un simple objet de décoration. C'est l'emblème fort de la capitale. Le tapis Arbati revêt une longue tradition de tissage et un savoir-faire féminin savamment préservé de mère en fille. Aujourd'hui, le tapis Arbati peut se targuer d'une renommée mondiale. Il est désormais consacré patrimoine de l'UNESCO. C'est un reportage de Maria Ouad, Yasser Amrani et Abdelali Ayad. On trouve sur ces tapis bâtis les motifs caractéristiques de l'art rupestre et tout un langage géométrique à part, celui des tisseuses de Rabat. Leur confection requiert plus de 3 mois de travail. Ils sont tissés à la main et leur fabrication nécessite parfois plus de 3 mois de travail. Un savoir-faire aux allures d'héritage perpétué de mère en fille. Ce qui fait l'originalité des tapis bâtis, c'est la grande créativité des tisseuses. Elles puisent leur inspiration dans l'histoire des civilisations, mais aussi dans leur imaginaire. C'est elles qui font tout, c'est elles qui décident quels seront les motifs ornementaux, mais aussi quelle sera la technique utilisée. À Rabat, il existe 2 types de tapis, l'un fabriqué à base de laine et l'autre à base de coton noué, une pratique de tissage qui remonterait à plus de 2000 ans. Les tapis bâtis sont considérés comme les produits les plus importants de notre artisanat marocain. D'un point de vue historique, les tapis apparaissent durant l'Antiquité. Plus qu'un simple élément de décoration, la zarbia reflète le patrimoine marocain dans tout ce qu'il a de sacré. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le tapis bâti témoigne de la richesse culturelle du royaume. Plus qu'un élément de décoration, il fait partie intégrante des fondements même de l'identité marocaine. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 20h30. Le retour de la formation avec le journal Aïssia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.